Bonjour à toutes et à tous et meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Alors pour démarrer 2020, nous n'allons pas parler du diabète, mais de la thyroïde. Alors pourquoi parler de la thyroïde? D'abord parce que les maladies de la thyroïde sont de plus en plus fréquentes en France, puisqu'elles touchent plus de 6 millions de Français, soit plus de 10% de la population française. Et puis, parce que, comme vous le savez, il y a eu une grosse polémique, qui n'est toujours pas close d'ailleurs, autour de la nouvelle formulation du lévothyrox, avec des patients qui ont eu, pour certains, des effets secondaires importants, qui ont conduit certains patients à s'unir à travers l'Association française des malades de la thyroïde, pour essayer de peser auprès des autorités françaises pour le rétablissement de l'ancienne formulation. Alors, les maladies de la thyroïde, c'est quoi? C'est d'abord les dysfonctionnements de la thyroïde, c'est-à-dire l'hypo et l'hyperthyroïdie, mais également les anomalies de la taille de la thyroïde, ce qu'on appelle les goitres thyroïdiens. Et puis, ces fameuses boules qui apparaissent sur la thyroïde, ce qu'en termes plus scientifiques, on appelle les nodules thyroïdiens, qui sont souvent source d'inquiétude. On parlera également peut-être des maladies thyroïdiennes au cours de la grossesse. Voilà, donc pour l'instant, alors comme vous le savez, je privilégierai le direct pour répondre donc aux questions des internautes en direct. Mais en attendant que vous posiez vos questions, je vais répondre à des questions qui ont été posées durant cette semaine. Donc les principales questions qui sont revenues, c'est quels sont les signes de l'hypo et de l'hyperthyroïdie. Également comme question, est-ce que les maladies thyroïdiennes sont héréditaires? Est-ce qu'on peut vivre sans thyroïde? Et puis, à partir de quelle taille doit-on enlever un nodule thyroïdien? Alors, avant de répondre à ces questions, je voudrais, sans vous offusquer, vous rappeler quelques bases concernant la glande thyroïdienne. Je vous rappelle que la glande thyroïde est une petite glande située à la base du cou, en avant de la trachée. Elle est constituée de deux ailes qu'on appelle les lobes thyroïdiens et d'un corps qu'on appelle l'isthme thyroïdien. Cette thyroïde est une sorte de chef d'orchestre pour l'organisme, puisque c'est elle qui va déterminer à quelle vitesse vont fonctionner nos organes, en quelque sorte. Autrement dit, ce sont les hormones du métabolisme énergétique. Donc, lorsqu'il va y avoir un dysfonctionnement thyroïdien, on va, s'il s'agit d'une hyperthyroïdie, fonctionner en quelque sorte en accéléré, comme si on était une voiture qui roulait à 180 sur l'autoroute. Et à l'inverse, les signes d'hypothyroïdie, eh bien, ça va être un organisme, un corps qui va fonctionner au ralenti, comme une voiture qui fonctionnerait à 50 ou 60 km/h sur l'autoroute. Donc, les principaux signes de l'hyperthyroïdie, ça va être donc une accélération du rythme cardiaque, donc des gens qui vont ressentir le cœur qui bat vite, des palpitations. Ça va être également des personnes qui vont avoir une accélération de leur transit avec des diarrhées, qui vont avoir une augmentation de la température de leur corps, ce qu'on appelle une impression d'avoir toujours chaud. Et puis, comme les dépenses énergétiques vont être également accélérées, eh bien, ce sont des personnes qui vont perdre du poids sans faire aucun effort diététique. Donc ça plaît beaucoup, notamment à beaucoup de femmes qui, tout d'un coup, vont perdre du poids alors même qu'elles n'ont pas réalisé de régime particulier. Donc ça peut être des signes qui peuvent être intéressants transitoirement, mais évidemment, il ne faut pas maintenir un état d'hyperthyroïdie parce qu'il y a de nombreuses conséquences
pour l'organisme. À l'inverse, l'hypothyroïdie, ça va être donc plutôt, comme je vous l'ai dit, un corps qui fonctionne au ralenti. Donc une personne qui va être fatiguée, une personne qui va baisser ses dépenses énergétiques, donc qui va prendre du poids, une personne qui va diminuer sa température corporelle, donc qui va qui va avoir une grande frilosité, et puis une grande fatigue. Donc voilà les principaux signes de l'hyper et de l'hypothyroïdie. Alors, est-ce qu'on peut vivre sans thyroïde? Alors, la thyroïde est surtout importante pour les hormones thyroïdiennes qu'elle fabrique, puisque je vous l'ai dit, ces hormones thyroïdiennes jouent un rôle de chef d'orchestre pour le fonctionnement de notre corps. Donc, il est évident que si l'on n'avait pas à disposition des hormones thyroïdiennes de synthèse pour substituer la fonction de la thyroïde, cela poserait énormément de problèmes. Heureusement, nous avons depuis maintenant très longtemps à disposition des hormones thyroïdiennes, notamment la lévothyroxine, ce qu'on appelle la T4, qui va permettre, lorsque elle est correctement dosée, lorsque vous avez la bonne posologie, elle va permettre de remplacer totalement la fonction de votre thyroïde. Donc oui, bien sûr, on peut vivre sans thyroïde dès lors que l'on prend régulièrement ces hormones thyroïdiennes. Alors, je dis que l'on prenne régulièrement, puisque comme je vous l'ai dit, il y a eu une polémique autour de la nouvelle formulation du lévothyrox, qui a conduit, heureusement peu de patients, mais quand même certains patients, à arrêter du jour au lendemain leur traitement par lévothyrox, ce qui a eu des conséquences très négatives, évidemment, sur leur santé. Est-ce que les maladies thyroïdiennes sont héréditaires? Eh bien, en partie. Il existe effectivement une prédisposition aux maladies thyroïdiennes. D'abord, les maladies de la thyroïde touchent environ 4 à 5 fois plus les femmes que les hommes. Leur prévalence augmente également avec l'âge. Alors, les maladies, les gènes de prédisposition, c'est essentiellement pour ce qu'on appelle les maladies auto-immunes de la thyroïde. C'est-à-dire pour l'hypothyroïdie, ce qu'on appelle la thyroïdite de Hashimoto, et pour l'hyperthyroïdie, ce que l'on appelle la maladie de Basedow. Il y a également une prédisposition pour les nodules thyroïdiens, c'est-à-dire qu'on a des familles de patients qui font quand même plus souvent des nodules thyroïdiens. Et quant au cancer thyroïdien, les gènes de prédisposition sont plus rares, mais il y a quand même des familles où il y a plus de carcinomes qu'on appelle papillaires de la thyroïde, sans parler des carcinomes médulaires de la thyroïde, qui sont une forme beaucoup plus rare de cancer de la thyroïde et qui, là, peuvent avoir un caractère héréditaire. Alors, à partir de quelle taille doit-on enlever un nodule thyroïdien? Eh bien, si vous voulez, alors effectivement, la taille intervient dans la conduite à tenir vis-à-vis d'un nodule thyroïdien. C'est-à-dire que si un nodule est trop gros et qu'il comprime un certain nombre de structures au niveau de votre cou, cela va poser problème. Et on considère généralement qu'à partir de 3 cm ou plus, le nodule va pouvoir potentiellement gêner et donc il est préférable de l'enlever. Mais il n'y a pas que la taille qui intervient, nous y reviendrons, je l'espère, durant cette e-live. Il y a un certain nombre de paramètres, notamment au niveau de l'examen clinique, mais également au niveau de l'échographie et de la ponction thyroïdienne, qui vont nous guider pour savoir quels sont les nodules à enlever en priorité. Voilà. Alors là, je suis en train de regarder un petit peu les personnes en direct. Il y a quelqu'un qui me demande si on va pouvoir revoir l'e-live en direct, en replay. Oui, la réponse est oui. Hein, vous pouvez revoir ces e-live en replay.
Mais l'idéal, c'est quand même de pouvoir nous poser des questions pendant l'e-live pour justement pour l'intérêt et pour la richesse des échanges. Donc pour l'instant, c'était un peu le cas d'ailleurs la dernière fois, vous me dites bonjour, mais je n'ai pas encore de questions. Vraiment, allez-y, lancez-vous. En attendant, je vais continuer donc à répondre aux autres questions qui ont été posées. Alors, quelqu'un m'a demandé si, avec les nouvelles molécules les nouvelles molécules de T4 pour remplacer en cas de mauvaise tolérance le lévothyrox, est-ce qu'il allait y avoir encore le même problème que pour la nouvelle formulation du lévothyrox? Alors, si vous voulez, effectivement, comme je vous l'ai dit en préambule, il y a eu une polémique qui a animé beaucoup le monde de la thyroïde concernant cette nouvelle formulation. D'abord parce que la nouvelle formulation du lévothyrox a été mise en circulation sans information préalable des patients, et c'est, je pense, là la grande erreur du laboratoire Merck, c'est de ne pas avoir informé les patients qu'une nouvelle formulation était proposée. Alors, je tiens quand même à préciser que ce n'est pas le laboratoire Merck lui-même qui a souhaité faire cette modification, c'est l'agence du médicament, ce qu'on appelle l'ANSM, qui a demandé au laboratoire Merck de modifier la formulation du lévothyrox pour rendre, selon l'agence du médicament, le produit actif plus stable. Et l'agence du médicament considérait qu'il y avait des petits problèmes de stabilité du principe actif avec l'ancienne formulation, et ils ont demandé donc au laboratoire Merck de mettre en place d'autres excipients, un enrobage un peu différent du médicament pour rendre plus stable le produit actif. Mais évidemment, le produit actif lui-même n'a pas été modifié, que ce soit dans la nouvelle ou dans l'ancienne formulation, c'est exactement le même produit actif. Voilà, donc problème d'information des patients qui se sont rendus compte en fait de la modification uniquement parce que le format et la couleur des boîtes avaient changé, mais aucune communication du laboratoire, ni d'ailleurs des autorités de santé, autour de ce changement de formulation qui a été vécu par les patients comme une sorte de... Ils ont eu vraiment l'impression qu'on leur avait fait un coup dans le dos. Voilà, donc il y a eu effectivement un certain nombre d'effets secondaires liés pour certains aux excipients de la nouvelle formulation, et notamment du mannitol, qui est un excipient que l'on connaît très bien, c'est l'excipient qu'on a par exemple dans les chewing-gums, mais qui à dose un peu importante peut provoquer quelques troubles digestifs, le plus souvent transitoires. Voilà. Après, il y a eu toutes sortes de polémiques également, selon lesquelles il y aurait des impuretés au niveau de la nouvelle formulation du lévothyrox, mais ces accusations n'ont jamais été réellement démontrées. Donc, comme je vous l'ai dit, il y a un certain nombre de patients qui ont eu des effets indésirables assez sévères et qui se sont donc associés pour essayer de faire rétablir la nouvelle formulation du lévothyrox, l'ancienne formulation du lévothyrox. Et les autorités ont répondu qu'elles maintiendraient pour un certain temps donc l'ancienne formulation sous la forme de thyrox, qui est importé d'Allemagne ou d'Espagne, mais qu'elle conserverait quand même la nouvelle formulation du lévothyrox. Et pour les patients qui seraient intolérants, eh bien effectivement, il y a des nouveaux médicaments, des concurrents du lévothyrox qui sont arrivés sur le marché. Les principaux étant la L-thyroxine Henning du laboratoire Sanofi, le Thyrofix de E-Pharma, et puis le Tcaps.
Voilà. Mais donc dans ces nouveaux médicaments, il n'y a pas ni de mannitol ni d'acide citrique qui sont les principaux excipients qui avaient été incriminés dans la nouvelle formulation du lévothyrox. Donc a priori, il n'y a pas de raison que ces médicaments ne soient pas tolérés par les patients. Et d'ailleurs, dans l'expérience que j'ai pour les patients que j'ai mis sous ces nouvelles molécules, je n'ai pas eu de gros problèmes avec ces nouveaux médicaments. Voilà, donc les questions arrivent. Il y a quelqu'un qui me pose une question concernant son intervention sur la thyroïde. Elle me dit que sa thyroïde a été retirée il y a 6 ans et elle se demande pourquoi elle a toujours les mêmes symptômes qu'avant l'intervention. Alors il faudrait, Martine, que vous me précisiez quel type de maladie vous aviez qui a conduit donc à votre intervention sur la thyroïde pour que je puisse vous répondre. Donc il est possible que ces symptômes soient liés à un mauvais dosage de votre lévothyrox. Donc j'aurais besoin de plus de renseignements pour pouvoir vous répondre du mieux possible. Alors, une Sylvie qui me dit qu'elle prend du TICAPS, qui est, me dit-elle, difficile à doser, mais qui ne donne aucun effet secondaire. Alors le TICAPS sont des gélules molles, effectivement, qui sont assez bien tolérées par les patients. Ce sont des molécules qui présentent des posologies intermédiaires, donc des dosages intermédiaires. Donc ça, c'est intéressant. Donc, par exemple, on a le TICAPS 13 microgrammes qui évite de couper le comprimé en deux, par exemple. Le problème du TICAPS, c'est qu'à l'heure actuelle, il n'est pas remboursé. Donc, il est aux frais du patient. Voilà. Quelqu'un me pose une question sur les adénomes de la parathyroïde. Alors là, je voudrais faire une précision. Les parathyroïdes, ce sont des petites glandes qui sont en arrière de la thyroïde, au nombre de 4. On a 4 glandes parathyroïdes, mais ces parathyroïdes, elles n'ont de nom de parathyroïde que parce qu'elles sont près de la thyroïde. Donc voilà pourquoi on les appelle les parathyroïdes, mais elles n'ont rien à voir avec la thyroïde. Ce sont des petites glandes qui fabriquent une hormone que l'on appelle la parathormone, qui intervient dans la régulation du calcium. Voilà. Donc effectivement, dans certains cas, il peut y avoir une petite boule, ce qu'on appelle un adénome, qui se développe sur la parathyroïde. Et quand cet adénome de la parathyroïde s'autonomise et entraîne une fabrication excessive de calcium, eh bien, effectivement, on est parfois conduit à enlever donc la parathyroïde qui va contenir cet adénome, donc de faire une intervention chirurgicale. Si par contre votre calcium reste normal, il est préférable, sauf s'il y a vraiment un retentissement important de ce qu'on appelle l'hyperparathyroïdie, il est préférable simplement de surveiller votre taux de calcium régulièrement. Alors, une question concernant la TSH. Alors, la TSH, c'est une hormone fabriquée par l'hypophyse, qui est une hormone qui régule en fait la fabrication des hormones thyroïdiennes. Donc, c'est ce qu'on appelle l'hormone thyréostimuline, la thyréostimuline. Si vous voulez, la valeur normale est située en général, bon, ça dépend des laboratoires, mais en général entre 0,5 et 4. Donc, vous voyez que la fourchette est assez large. Et ce qu'il faut savoir, c'est que, bien sûr, il faut que votre taux se situe entre 0,5 et 4, sinon vous êtes soit au-dessous de la normale, soit au-dessus de la normale. Mais ce qu'il faut savoir également, c'est que chacun a ce qu'on appelle un set point, c'est-à-dire que si vous voulez, il y a une valeur de TSH à laquelle on se sent bien. Donc moi, ça peut être par exemple 2, tout en restant donc dans le 0,5 à 4, mais mon set point peut être à 2, et le vôtre peut être par exemple à 3, ou à l'inverse à 0,5.
C'est toute la difficulté de bien doser justement les traitements, parce que on a beau avoir des fois des TSH qui sont dans les valeurs dites normales, on n'est pas forcément bien, parce que si son set point, par exemple, est à 3,5 et que votre taux de TSH est à 0,8, eh ben, vous allez ressentir des signes d'hyperthyroïdie alors même que vous êtes dans la fourchette dite normale. D'où des fois cette incompréhension qui peut exister entre le patient qui se plaint de symptômes d'hypo ou d'hyperthyroïdie et le médecin qui s'obstine à dire que le taux est normal et que donc il n'y a rien de plus à faire. Alors, pour s'aider, justement, pour essayer de savoir quel est le set point du patient, il est parfois intéressant, en plus de la TSH, de doser les hormones thyroïdiennes, justement, la T3 et la T4, parce que en dosant ces hormones thyroïdiennes, on voit à peu près, si par exemple vous avez une TSH à 2 et que vous avez des hormones thyroïdiennes à la limite supérieure de la normale, ça veut dire que votre set point, il est plutôt entre 2 et 3. Voilà, si à l'inverse, vous avez des hormones plutôt basses, ça voudra dire qu'il faudra peut-être augmenter légèrement votre traitement, même si vous restez, comme je vous l'ai dit, dans les valeurs normales de TSH. Alors, une dame me demande, Estelle me demande, quelles sont les conséquences que peuvent avoir une hyper ou une hypothyroïdie sur le diabète. Alors, c'est une bonne question. Hein. J'ai dit qu'on ne parlerait pas de diabète, mais vous voyez, on y revient toujours d'une certaine façon. Hein. Donc, comme quoi, et puis d'ailleurs, les diabétiques ont parfois également des problèmes de thyroïde. Donc, effectivement, les hormones thyroïdiennes, comme je vous l'ai dit, ce sont des hormones qui régulent le métabolisme énergétique et donc qui vont avoir une action également sur la glycémie. Généralement, en cas d'hypothyroïdie, vous allez avoir plutôt, vous allez avoir plutôt une tendance à l'hypoglycémie. À l'inverse, en cas d'hyperthyroïdie, les hormones thyroïdiennes étant plutôt des hormones hyperglycémiantes, vous aurez plutôt une glycémie qui aura tendance à monter. Donc, il est possible, en cas d'hyperglycémie inexpliquée chez un diabétique, il peut être parfois intéressant de doser les hormones thyroïdiennes, notamment s'il y a d'autres symptômes comme des palpitations ou une sensation d'avoir toujours chaud. Il est intéressant de doser donc les hormones thyroïdiennes pour détecter une éventuelle hyperthyroïdie. Quelqu'un me dit, donc Jackie me dit, l'hypothyroïdie a-t-elle une conséquence sur le prédiabète? Alors, comme je vous l'ai dit, hein, les hormones thyroïdiennes jouent sur la glycémie, mais elles jouent quand même leur rôle est quand même relativement modéré. Autrement dit, ce que je veux dire par là, c'est que si vous n'êtes pas diabétique, c'est pas parce que vous allez avoir une hyperthyroïdie que vous allez devenir diabétique. À l'inverse, si vous avez une hypothyroïdie et que vous n'êtes pas diabétique, vous n'allez pas faire pour autant une hypoglycémie sévère. Hein. Donc, l'hypothyroïdie sur le prédiabète ne va pas avoir de conséquences particulières. Quelqu'un me parle de cancer thyroïdien. Donc, Garnica me dit que alors, j'ai eu un carcinome papillaire et j'ai fait de l'hypoglycémie et en ce moment, mon dosage n'arrive pas à être stable. Donc, elle voulait savoir si c'était en lien avec la nouvelle formule. Donc, en gros, ce qu'elle dit, c'est qu'elle a eu donc alors les cancers thyroïdiens, on en parlera, je pense, plus en détail tout à l'heure. Donc, ça représente environ 5% des nodules thyroïdiens. Donc, heureusement, l'immense majorité des nodules thyroïdiens ne sont pas des cancers. Hein, heureusement, on n'a que 5% environ de nodules thyroïdiens qui sont des cancers. Et la forme la plus fréquente de cancer, donc c'est à peu près 80% des cancers, c'est les carcinomes effectivement papillaires de la thyroïde. Donc, lorsque vous avez un carcinome papillaire de la thyroïde, on vous enlève l'intégralité de votre thyroïde et vous avez donc un traitement par lévothyrox à vie. Donc, est-ce que la nouvelle formulation peut avoir un impact? La réponse est oui, puisque, je vous l'ai dit, hein, suite à l'arrivée de la nouvelle formulation, il y a eu un certain nombre d'effets secondaires, et notamment certains patients qui se sentaient un peu en surdosage, alors même qu'on n'avait pas modifié la posologie de leur traitement.
Donc c'est dû au fait que dans la nouvelle formulation du lévothyrox, de par le fait qu'il y a des excipients qui sont un peu différents de ceux qu'on utilisait dans l'ancienne formulation, eh bien le produit actif, même s'il est en même quantité, eh bien il va être absorbé, il peut chez certains patients être absorbé plus rapidement au départ et peut donner au départ des signes d'hyperthyroïdie qui généralement rentrent dans l'ordre dans les semaines qui suivent. Donc, c'est la raison pour laquelle le laboratoire Merck avait conseillé chez les patients qui présentaient des signes de surdosage ou d'autres effets secondaires liés à la nouvelle formulation du lévothyrox de réaliser 6 semaines après le début du traitement par la nouvelle formulation un dosage de la TSH. Alors, quelqu'un me dit, malgré mon traitement équilibré par lévothyrox, je prends toujours du poids. Quels conseils pouvez-vous me donner? Alors, je vous ai dit que l'hypothyroïdie pouvait se traduire par des symptômes et notamment par une prise de poids due à la diminution des dépenses énergétiques. Mais comme vous pouvez le voir, la prise de poids n'a rien de spécifique. C'est un symptôme qu'on peut retrouver également dans beaucoup d'autres situations. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que dès que les personnes ont un problème de thyroïde, elles ont tendance, et les médecins également, à tout ramener au problème de thyroïde. Et donc, la thyroïde, c'est un peu un fourre-tout où quand on ne comprend pas un symptôme, on va dire, eh ben, c'est la thyroïde. Voilà. Donc là, si votre traitement est correctement équilibré, et comme je vous l'ai dit, si vous êtes à votre set point, c'est-à-dire dans la bonne zone de TSH, et que vous continuez à prendre du poids, c'est que manifestement, ce n'était pas uniquement la thyroïde qui était impliquée, qui a probablement des problèmes autres, nutritionnels. Ça veut dire que c'est mathématique, hein, ça veut dire que vos apports énergétiques sont supérieurs à vos dépenses énergétiques et que donc il faut un rééquilibrage de votre alimentation et une activité physique régulière, plus régulière, pour essayer de pallier à ça. Alors, ce qu'il faut comprendre quand même, c'est que quand on vous diagnostique une hypothyroïdie et qu'on vous traite par du lévothyrox, il peut y avoir un décalage entre la normalisation du bilan thyroïdien et l'amélioration des symptômes. Autrement dit, des fois, la perte de poids peut avoir lieu, enfin, la perte de poids après, si vous voulez, la correction de l'hypothyroïdie peut être beaucoup plus lente que la normalisation du bilan thyroïdien. Donc, il faut des fois attendre plusieurs mois pour retrouver un poids, le poids antérieur, si vous voulez. Voilà. Alors, quelqu'un me demande si la thyroïde a des effets sur la libido. Alors, la réponse est oui. Puisque je vous ai dit, elle joue sur l'ensemble de nos organes vitaux, dont le cerveau, et également elle joue sur les organes sexuels. Donc, en général, pour caricaturer un peu le trait, si vous êtes en hypothyroïdie, bah, vous avez moins envie, hein, donc il y a une petite diminution de la libido. À l'inverse, en cas d'hyperthyroïdie, on a souvent tendance à avoir une accentuation de sa libido. Quelqu'un me demande des renseignements sur la maladie de Basedow. Alors, la maladie de Basedow, c'est la cause principale, en fait, d'hyperthyroïdie. Quand vous avez une hyperthyroïdie, ce qu'on recherche en premier lieu, c'est effectivement ce qu'on appelle une maladie de Basedow, qui est une maladie, en fait, auto-immune, c'est-à-dire qu'elle est due à une fabrication d'anticorps, qu'on appelle les anticorps antirécepteurs de la TSH, et ces anticorps vont exciter votre thyroïde, ce qui va se traduire par une fabrication d'excès d'hormones thyroïdiennes. Alors, généralement, il y a quand même, on me demandait tout à l'heure si les maladies de la thyroïde étaient héréditaires. Donc, la maladie de Basedow, il y a souvent un caractère familial. Et l'autre élément également, c'est que c'est souvent un stress physique ou psychologique qui peut précipiter la maladie de Basedow.
La maladie de base d'eau peut se traiter soit par ce qu'on appelle les antithyroïdiens de synthèse, donc par exemple le néomercazole, mais également on peut utiliser ce qu'on appelle l'iode radioactif, donc l'irathérapie. Et puis, on propose également parfois des traitements chirurgicaux de thyroïdectomie totale, c'est-à-dire on enlève la totalité de la thyroïde. Alors, donc il y a un certain nombre de personnes là qui me posent des questions qui n'ont absolument aucun rapport avec le thème d'aujourd'hui. Alors, je ne dis pas que je ne vais pas répondre à leurs questions, mais je les passe pour l'instant et je priorise les questions centrées sur le thème de ce jour. Alors, quelqu'un me dit qu'elle est atteinte d'une hyperparathyroïdie due à une néoplasie endocrinienne multiple et qu'elle a eu déjà 2 opérations. Alors là, c'est pareil, hein, on n'est plus dans un problème de thyroïde à proprement parler, mais plus de parathyroïde, donc ces fameuses, je vous l'ai dit tout à l'heure, glandes qui sont situées en arrière et à côté donc, de la thyroïde. Et effectivement, au niveau de ces parathyroïdes peuvent se développer des boules qu'on appelle des adénomes parathyroïdiens. Et parfois, ces adénomes parathyroïdiens ont un caractère familial et s'inscrivent dans ce qu'on appelle des néoplasies endocriniennes multiples, qui sont des maladies d'origine génétique qui associent plusieurs maladies endocriniennes et plusieurs maladies tumorales en particulier. Voilà. Ensuite, quelqu'un me dit qu'il a fait récemment un bilan thyroïdien, que sa TSH était à 0,02. Alors, je voudrais quand même vous demander de préciser vos questions, parce que là, vous me donnez un bilan thyroïdien. Donc, sur ce bilan thyroïdien, je vois qu'effectivement, la personne qui me pose la question est en hyperthyroïdie. Mais je n'ai pas la suite. Donc, essayez de formuler vos questions pour que je puisse y répondre du mieux possible. Sinon, mes réponses pourraient manquer de précision. Voilà. Donc, quelqu'un me demande... alors là, pour l'instant, est-ce que j'ai d'autres questions en direct? Oui. Donc, quelqu'un qui me dit qu'elle prend du lévothyrox 100 et 75 en alternance un jour sur 2 et qu'elle a beaucoup perdu de cheveux, beaucoup de poids et elle se demande si ça vient du médicament. Donc, la première chose que j'aurais à vous dire, c'est qu'il n'est pas très bon pour l'organisme, même si c'est prescrit par un certain nombre de médecins, et j'en suis un peu désolée, c'est que le lévothyrox ne doit pas être... L'apport du lévothyrox doit être très régulier. Et donc, apporter une dose différente de lévothyrox d'un jour à un autre, ce n'est pas une très bonne chose. Donc, alterner 100 et 75, pour moi, ce n'est pas la meilleure façon d'équilibrer une thyroïde. Il vaudrait mieux que vous ayez tous les jours 87,5 microgrammes, ce qui permettrait d'éviter de varier les doses d'un jour à l'autre. Ça, c'est la première partie de ma réponse. Ensuite, est-ce que ça vient de la nouvelle formulation du lévothyrox? Effectivement, je vous disais que la nouvelle formulation du lévothyrox a entraîné un certain nombre d'effets secondaires. Ça pouvait être, comme je vous l'ai dit, des effets de surdosage, comme des effets d'hyperthyroïdie, mais il y a un certain nombre de patients qui se sont plaints d'un tas d'autres symptômes, des maux de tête, des vertiges, des pertes de cheveux, comme vous me le décrivez. Donc, il est effectivement possible que un certain nombre de vos problèmes viennent de cette nouvelle formulation du lévothyrox. Donc, je vous engage à vous rapprocher de votre médecin généraliste ou spécialiste pour en discuter avec lui, pour savoir s'il n'est pas nécessaire de vous proposer un médicament concurrent du lévothyrox qui ne contient pas les excipients de la nouvelle formulation, comme je vous l'ai dit, soit L-thyroxine Henning, soit Thyrofix, soit Tcaps.
Alors, ensuite, quelqu'un me demande si un patient diabétique doit faire un bilan thyroïdien. Est-ce que ça doit faire partie du bilan annuel de diabète? Alors, la réponse est non. Le patient diabétique n'a pas à réaliser de dépistage particulier en l'absence de symptômes sur le plan thyroïdien. En revanche, s'il existe par exemple un diabète de type 1, autrement dit un diabète auto-immun, et qu'il a des symptômes évocateurs d'hyperthyroïdie, là, bien entendu, il faudra se méfier et réaliser rapidement un bilan hormonal thyroïdien pour dépister une autre maladie auto-immune de la thyroïde, ce qu'on appelle la maladie de Basedow, dont on a parlé tout à l'heure, qui peut être associée donc, au diabète de type 1. Mais en l'absence de symptômes, il n'y a pas d'indication particulière à réaliser un bilan thyroïdien chez un diabétique. Alors, une question concernant une question de Lydie, une question intéressante qui me demande si on peut prendre du lévothyrox en allaitant. Alors, la réponse est oui, bien entendu. Je vous rappelle que les hormones thyroïdiennes sont fondamentales pour le développement neurologique du fœtus et du bébé. Et que donc il n'y a aucune raison de ne pas prendre son lévothyrox en cas d'allaitement, puisqu'au contraire, si vous ne prenez pas votre lévothyrox, vous allez être en situation d'hypothyroïdie, et au départ, le bébé a encore besoin, en fait, si vous voulez, d'une quantité évidemment suffisante d'hormones thyroïdiennes. Et donc, si dans le lait maternel, il n'y a pas une quantité suffisante, eh bien, ça peut poser des problèmes majeurs pour le développement du bébé. Donc, on peut tout à fait prendre du lévothyrox en allaitant. Alors, quelqu'un me demande, c'est une question également très importante. Martine me dit, est-ce que le lévothyrox peut être pris avec du lait au petit déjeuner? Alors ça, c'est très important parce que justement, il y a un certain nombre de personnes qui se plaignent de variabilité au niveau de leur taux de TSH. Et souvent, quand on reprend l'interrogatoire, y compris chez des gens qui le prennent depuis très longtemps, on se rend compte que le lévothyrox n'est pas toujours pris dans les bonnes conditions. Or, si vous ne prenez pas le lévothyrox à jeun au moins 10 ou 15 minutes avant le petit déjeuner, autrement dit, si vous le prenez en même temps que le petit déjeuner, eh bien, ça va diminuer l'absorption des hormones thyroïdiennes et donc diminuer l'efficacité, tout simplement, des hormones thyroïdiennes. Voilà, donc il est fondamental de le prendre à jeun et de ne surtout pas le prendre avec quoi que ce soit, ni du lait, ni du café. De le prendre vraiment à jeun, le mieux étant de le poser sur sa table de nuit. Et le premier réflexe en se levant, c'est de prendre son lévothyrox. On pourra ensuite aller déjeuner 10 à 15 minutes après. Voilà. Alors, quelqu'un me pose une question sur la thyroïdite de Hashimoto. Elle me demande si ça a un effet sur l'humeur et l'anxiété. Alors, c'est quoi la thyroïdite de Hashimoto? C'est une des maladies les plus fréquentes de la thyroïde. C'est la principale cause chez l'adulte d'hypothyroïdie. C'est une maladie auto-immune due à une fabrication d'anticorps qui, cette fois-ci, ne vont pas stimuler la thyroïde, mais au contraire, empêcher la fabrication normale des hormones thyroïdiennes. Et donc, la thyroïdite de Hashimoto va conduire à une hypothyroïdie qui est chronique, qui est permanente. La thyroïde va peu à peu s'atrophier. Donc, généralement, ce sont des patients qui, lorsqu'on leur fait une échographie, ont une thyroïde toute ratatinée. Voilà. Alors, ça n'a pas de conséquences particulières, si ce n'est qu'il n'y a plus de fabrication satisfaisante d'hormones thyroïdiennes et qu'il faut prendre à vie un traitement par hormones thyroïdiennes. Donc, si votre thyroïdite de Hashimoto est correctement substituée, autrement dit, si vous avez la bonne dose de lévothyrox ou d'un médicament équivalent, il n'y a pas de raison que cette thyroïdite vous donne des troubles particuliers, en particulier
des troubles de l'humeur. En revanche, si vous êtes sous-dosé ou surdosé, là oui, vous pouvez avoir un effet sur l'humeur, un effet de dépression, voilà, si vous êtes plutôt sous-dosé, un effet de nervosité excessive, voire même effectivement de crise d'angoisse, si vous êtes au contraire surdosé. Voilà. C'est la raison pour laquelle, lorsque l'on a une thyroïdite de Hashimoto, il faut faire au début du traitement des contrôles au moins trimestriels la première année, et par la suite, je dirais semestriels, donc tous les 6 mois, faire un bilan thyroïdien pour savoir si notre taux de TSH est correct. Alors, quelqu'un me demande, quelqu'un me dit qu'il est prédiabétique et qu'il a également une hypothyroïdie. Elle se demande quel examen elle doit effectuer. Donc, j'imagine que si elle est en hypothyroïdie, c'est qu'elle a déjà fait un bilan thyroïdien qui a confirmé donc cette hypothyroïdie. Donc, ce qu'il faudra faire, c'est maintenant ensuite déterminer la cause de cette hypothyroïdie. Comme je vous l'ai dit, la cause la plus fréquente, c'est la thyroïdite de Hashimoto. Donc, il faudra doser les anticorps, ce qu'on appelle les anticorps anti-thyroperoxydase, qui permettent de confirmer le diagnostic de thyroïdite de Hashimoto. Alors, c'est particulièrement important quand on diagnostique une hypothyroïdie, d'avoir la cause de l'hypothyroïdie pour savoir si le traitement doit être donné à long terme ou pas. En général, ce que l'on fait, c'est que l'on dose dans un premier temps la TSH. Si la TSH est au-dessus de 10, quel que soit le dosage des anticorps anti-thyroperoxydase, on met quand même en place un traitement parce qu'on considère qu'il va y avoir des répercussions importantes sur l'organisme. Si en revanche votre TSH est très modérément augmenté, c'est-à-dire entre 5 et 10, et que la mise en route du traitement va dépendre du taux d'anticorps. Donc, si votre taux d'anticorps est positif, on va quand même mettre en place un traitement de manière très progressive. Et si en revanche, votre taux d'anticorps est négatif, on ne va pas se précipiter pour traiter, surtout si vous n'avez pas de signes cliniques particuliers. On va surtout surveiller de manière régulière le bilan hormonal thyroïdien pour savoir comment il évolue. Voilà, donc un dosage des anticorps anti-TPO, peut-être également un dosage de la glycémie à jeun pour voir un petit peu comment évolue votre glycémie, mais pas d'autres examens en l'absence d'autres éléments. Alors, quelqu'un me dit bonjour, moi j'ai du néomercazole, est-ce que c'est bien car tout le monde a du lévothyrox? Alors effectivement, le lévothyrox, c'est quand même 3 millions de personnes en France qui sont sous lévothyrox, hein, donc effectivement ça représente 5% de la population française. Donc vous, si vous êtes sous néomercazole, c'est très probablement que vous n'avez pas du tout la même maladie que ceux qui sont sous lévothyrox. Je vous rappelle que ceux qui sont sous lévothyrox, ce sont soit les patients qui ont une hypothyroïdie, donc et surtout la thyroïdite de Hashimoto, mais aussi parfois d'autres causes d'hypothyroïdie. Donc ceux qui sont et ceux qui ont eu un cancer de la thyroïde ou un nodule thyroïdien qui a nécessité d'enlever toute la thyroïde. Voilà un petit peu le cas des patients qui sont sous lévothyrox. Si vous, on vous a mis sous néomercazole, qui, je le rappelle aux personnes qui nous écoutent, est un antithyroïdien de synthèse, c'est qu'au contraire, votre thyroïde fonctionnait trop. Donc, le néomercazole, c'est le traitement non pas de l'hypothyroïdie, mais de l'hyperthyroïdie. Donc, c'est exactement l'inverse. Donc, si vous avez du néomercazole, c'est que vous avez un problème d'hyperthyroïdie. Les personnes qui sont sous lévothyrox, c'est plutôt des personnes qui ont des problèmes d'hypothyroïdie ou qui n'ont plus de thyroïde. Alors, quelqu'un me dit, bonjour, j'ai une hypothyroïdie depuis 2 ans et il a une grosse fluctuation de son taux de TSH qui est passé de 0,4 à 24. Et cette personne me dit qu'il a fait entre-temps un scanner avec injection d'iode et il se demande si il peut y avoir un lien avec la fluctuation de sa TSH. Alors la réponse est oui. Je vous rappelle que quand on vous fait un scanner injecté, on vous injecte de l'iode et que l'injection d'iode peut augmenter la fabrication des hormones thyroïdiennes. Donc effectivement, on peut voir, par exemple, des patients qui n'ont au départ aucun problème thyroïdien et qui, après plusieurs injections d'iode, développent de manière transitoire une hyperthyroïdie due à une surcharge iodée.
Donc, il est possible, effectivement, que la réalisation de ce scanner ait pu avoir un impact sur votre taux de TSH. Il faudrait voir dans quel sens a évolué votre taux de TSH. Si c'est passé de 0,4 à 24 ou de 24 à 0,4, je ne sais pas dans quel sens ça a bougé. Quoi qu'il en soit, si votre taux de TSH n'est pas stable et fluctue autant, c'est probablement quand même aussi parce que votre posologie de lévothyrox n'est pas adaptée. Donc, il faut absolument revoir la posologie de votre lévothyrox et doser en plus de la TSH, la T3 et la T4, comme je l'ai dit au début de l'e-live, qui permet des fois de mieux affiner l'adaptation du traitement par lévothyrox. Alors, Garnica me dit, j'ai des sensations de chaleur, des vertiges, des palpitations, et elle veut savoir, ah d'accord, voilà, donc ça c'est la personne de tout à l'heure qui me précise sa question, merci beaucoup Garnica. Alors effectivement, cette personne présente un bilan thyroïdien avec une TSH effondrée et des hormones élevées, donc elle est dans un état de ce qu'on appelle un état d'hyperthyroïdie, ce qui explique bien les symptômes que vous ressentez, à savoir la sensation de chaleur et vos tachycardies. Donc, la réponse est bien entendu oui. Il y a un rapport évident entre les symptômes que vous ressentez et votre bilan thyroïdien. Vous êtes en état d'hyperthyroïdie. Il faut absolument faire la lumière sur la cause de cette hyperthyroïdie en réalisant des examens complémentaires. Alors, les examens complémentaires, c'est quoi? C'est tout d'abord un dosage, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des anticorps antirécepteurs de la TSH pour savoir s'il s'agit d'une maladie de base d'eau. Et de réaliser une échographie thyroïdienne pour savoir s'il y a des nodules sur votre thyroïde qui pourraient être ce qu'on appelle des nodules toxiques, des nodules chauds qui sont responsables de cet excès de fabrication d'hormones thyroïdiennes. Mais l'examen clé, ça reste la scintigraphie de la thyroïde qui va nous permettre de voir de quelle façon votre thyroïde fixe. Voilà, donc je vous conseille vivement de vous rapprocher de votre médecin traitant pour qu'il vous envoie, à mon avis, chez un spécialiste pour vous donner le traitement qui sera dépendant de la cause de cette hyperthyroïdie. Donc, possiblement un traitement par antithyroïdien de synthèse, mais on pourra aussi vous proposer d'autres alternatives en fonction de la cause, comme je vous l'ai dit, de cette hyperthyroïdie. Parce que si cette hyperthyroïdie n'était pas due à des anticorps, donc si cette hyperthyroïdie n'était pas une maladie de base d'eau, mais plutôt un nodule chaud, là c'est plutôt un traitement soit par de l'iode, soit un traitement chirurgical. Alors, quelqu'un me demande, je me disais qu'on ne m'avait pas encore posé la question, j'étais assez surprise. Enfin, cette question vient, elle est très intéressante. Martine me demande si les problèmes de la thyroïde peuvent venir de certaines centrales nucléaires. Alors là, vous savez qu'il y a eu une grosse polémique après Tchernobyl, pour savoir si certaines régions françaises n'avaient pas été touchées par le nuage de Tchernobyl, notamment certaines régions, notamment la Champagne-Ardenne. Il y a eu une polémique également en Corse et dans le PACA. Donc, on s'est demandé si l'augmentation explosive quand même de la prévalence des maladies thyroïdiennes n'était pas due au passage du nuage de Tchernobyl. Alors, ce qui est important de savoir, c'est que déjà, dans les zones où Tchernobyl a sévi, c'est-à-dire en Biélorussie, en Russie, dans ces zones-là, effectivement, il y a eu beaucoup plus de cancers thyroïdiens. Donc, le rôle de l'irradiation est indiscutable. En France, c'est beaucoup plus discutable. Pourquoi? Parce que on a eu une très très faible irradiation, y compris dans ces zones comme la Champagne-Ardenne, où effectivement on a considéré qu'ils avaient été plus touchés, mais néanmoins ça a été à très faible dose. Et à l'heure actuelle, d'ailleurs, la Société française d'endocrinologie s'est penchée sur la question et a fait un certain nombre d'études.
Et à l'heure actuelle, il n'existe pas d'arguments scientifiques qui permettent de dire que l'augmentation des maladies thyroïdiennes et des cancers thyroïdiens sont liés à la radioactivité, donc Tchernobyl ou d'autres. Voilà. Donc c'est important de bien préciser ça, parce que les gens pensent que l'explosion des cancers thyroïdiens est due potentiellement à la radioactivité. Donc, effectivement, on a un grand nombre enfin, on a le chiffre en fait de cancer thyroïdien a triplé entre les années 75 et 2020. Mais c'est lié surtout au fait qu'on dépiste de plus en plus les cancers thyroïdiens. Donc il y a un dépistage avec des outils diagnostiques comme l'échographie de plus en plus performants, et c'est ce qui explique pourquoi on a plus de cancers thyroïdiens. Donc c'est beaucoup plus le dépistage qui se fait maintenant que la radioactivité qui est susceptible d'expliquer cette augmentation des maladies thyroïdiennes. Mais effectivement, il y a beaucoup de gens encore qui se posent des questions au sujet de la radioactivité. Alors, quelles sont les conséquences d'une hyperthyroïdie non soignée à long terme? Alors, je vous l'ai dit, dans l'hyperthyroïdie, tout s'accélère. Donc, la fréquence cardiaque s'accélère, la température corporelle augmente, le péristaltisme intestinal, c'est-à-dire le tube digestif, augmente. Donc, on a souvent des diarrhées. Et au niveau osseux et musculaire, il y a également une augmentation de ce qu'on appelle le catabolisme, c'est-à-dire que on a au niveau osseux, on a une ostéoporose qui peut être, qui peut se manifester si on ne traite pas une hyperthyroïdie. Donc, il peut y avoir plusieurs conséquences. Il peut y avoir des conséquences plus rapides comme des troubles du rythme cardiaque qui peuvent conduire quand même à des embolies. Des embolies cérébrales notamment, ou d'embolies d'autres organes. Donc ça peut être très grave si l'hyperthyroïdie n'est pas traitée. Et puis des conséquences à plus long terme, comme donc la fonte musculaire et l'ostéoporose. Alors, Pierre me demande... qu'est-ce qu'il me dit? Alors, il n'a pas fini son... Alors, il me dit qu'il y a est-ce qu'après une thyroïdite auto-immune et malgré le traitement par lévothyrox, la maladie peut-elle... alors, ce que je pense qu'il me demande, c'est est-ce que la maladie peut se guérir ou pas? La réponse est non. La maladie, la thyroïdite de Hashimoto, donc c'est une maladie auto-immune qui est due donc à des anticorps, je vous l'ai dit tout à l'heure, qui vont progressivement détruire le fonctionnement de la thyroïde, mais aussi qui vont atrophier le tissu thyroïdien. Donc la thyroïdite auto-immune ne se guérit pas. On traite par contre les conséquences de cette thyroïdite, qui sont donc l'hypothyroïdie. Et on les traite par les hormones thyroïdiennes, par le lévothyrox. Donc le lévothyrox va régler, va rétablir un taux normal d'hormones thyroïdiennes, mais par contre ne va pas guérir en elle-même la thyroïdite de Hashimoto. Il faut quand même comprendre que la thyroïdite de Hashimoto n'a rien de grave, c'est une maladie tout à fait banale. La seule conséquence, c'est donc l'atrophie de la thyroïde. La chose quand même qu'il faut savoir, c'est que quand on a une thyroïdite de Hashimoto, on a un tout petit peu plus de risque que les autres de développer un cancer papillaire de la thyroïde. C'est la raison pour laquelle tous les 3 à 4 ans, il faut quand même réaliser une échographie thyroïdienne pour vérifier l'absence de nodules au sein du tissu thyroïdien. Alors, quelqu'un me demande, après combien de temps de rémission d'un carcinome papillaire peut-on diminuer la dose de lévothyrox? Alors, c'est une bonne question. Vous savez que quand vous avez donc un cancer de la thyroïde, vous prenez le lévothyrox non seulement pour pallier à l'absence de la thyroïde, mais également pour limiter le risque de récidive.
Donc, c'est la raison pour laquelle, autant chez un patient qui est traité pour une hypothyroïdie, l'objectif de TSH est entre 0,5 et 4, autant chez un patient qui a eu un carcinome thyroïdien, on va être beaucoup plus strict sur le taux de TSH à respecter. Donc, si vous n'êtes pas en rémission, on souhaite que votre taux de TSH reste inférieur à 0,1. Pourquoi? Parce que la TSH stimule la thyroïde, donc stimule aussi les éventuelles récidives thyroïdiennes, enfin du cancer de la thyroïde. Donc, plus vous avez un taux de thyroïde élevé, plus ça stimule. Donc, le but, dans ces cas-là, c'est de le maintenir au-dessous de 0,1. Ce qui pose quand même des problèmes parce que les patients, souvent, sont dans un état à ce moment-là d'hyperthyroïdie qu'ils vivent souvent assez mal. Donc, c'est des gens qui sont très nerveux, qui ont tendance à avoir toujours chaud. Voilà, donc c'est des fois compliqué de vivre avec un traitement freinateur, mais c'est indispensable pour éviter les récidives, en tout cas au départ du traitement. Si vous êtes en revanche en rémission, vous pouvez, alors une rémission, ça veut dire qu'on n'est pas complètement guéri, mais qu'on n'a plus de signes de cancer. Dans ce cas-là, l'objectif de TSH, c'est d'être entre 0,5 et 2, donc dans des valeurs plus acceptables pour le patient, puisqu'il est moins en hyperthyroïdie, mais qui reste quand même un peu plus strict que l'objectif qu'on a pour traiter une simple hypothyroïdie. Voilà, donc je dirais qu'après combien de temps? Après 6 à 9 mois de rémission complète, on peut défreiner et tolérer des taux de TSH entre 0,5 et 2. Qui généralement évite aux patients d'être en hyperthyroïdie. Mais c'est vrai qu'au départ, quand on a un cancer qui n'est pas contrôlé, le taux de TSH doit être beaucoup plus bas. Ok. Alors, ensuite, est-ce qu'il y a d'autres... Alors, quelqu'un m'a posé... Josiane alors, Josiane me pose une question qui n'est pas en lien avec la question du jour. Je vois que vous ne... Je ne sais pas si vous avez d'autres informations, si vous souhaitez avoir d'autres informations concernant, je vous l'ai dit, la polémique autour du lévothyrox. Sachez quand même que récemment, l'Agence du médicament et le ministère de la Santé ont décidé, ça il est important de le savoir quand même, que l'ancienne formulation ne serait plus à disposition dans les officines françaises à compter de septembre 2020. Voilà, donc pour ceux qui sont encore sous Euthyrox, il n'y aura plus moyen de s'en procurer. Il n'y aura plus moyen de s'en procurer à partir de septembre 2020. Voilà, donc si les choses restent en l'état, hein, puisqu'il est possible également que l'Association française des malades de la thyroïde s'insurge contre cette décision, mais pour l'instant, malheureusement, pour certains hein, qui étaient attachés à leur Euthyrox, ils ne pourront plus en avoir dans les officines. Donc, dans ce cas-là, il faudra voir votre médecin traitant ou comme je vous l'ai dit, ou votre spécialiste pour trouver une alternative. Donc, avec les nouveaux médicaments concurrents du lévothyrox. Une autre question d'Élodie qui me demande si, avec la thyroïdite de Hashimoto, on est plus fragile au virus. Alors, je dirais pas du tout. Pourquoi? Parce que la thyroïdite de Hashimoto, je vous l'ai dit, c'est une maladie auto-immune. Donc, c'est une maladie de l'immunité qui est au contraire excessive. C'est-à-dire que normalement, on fabrique des anticorps. Les anticorps, c'est des substances qu'on fabrique, que le système immunitaire fabrique pour nous protéger des agresseurs étrangers. Mais dans certains cas, le système immunitaire se dérègle et au lieu de fabriquer des anticorps dirigés contre
des agresseurs extérieurs, il se met à fabriquer des anticorps dirigés contre nos propres cellules, les cellules thyroïdiennes, et c'est le cas donc de la thyroïdite de Hashimoto. Donc je dirais que les gens qui ont des maladies auto-immunes, ils n'ont pas de déficit de défense immunitaire, c'est même le contraire. Ils ont au contraire une immunité qui est hyper active. Voilà. Donc, ils ne seront pas plus fragiles au virus. Ils ne seront pas, d'ailleurs, moins fragiles, parce que les anticorps, comme je vous l'ai dit, qu'ils fabriquent, ils sont dirigés contre leurs propres cellules et non pas forcément contre les agresseurs extérieurs. Mais il n'y aura pas plus de risque vis-à-vis des virus. Voilà. Donc, je vois que vous n'avez pas de... Alors, pour ceux qui souhaitent poser des questions, profitez-en, on est sur les dernières minutes de l'e-live. Je trouve qu'on a peu parlé des nodules thyroïdiens. Je pense, alors, peut-être est-ce parce que l'article qu'on avait mis en ligne vous a éclairé tellement que vous n'avez plus aucune question. Même si on a une bonne opinion de nous-mêmes, malgré tout... on ne pense pas que ce soit la raison. Donc, peut-être ce serait bien de nous poser des questions dans le peu de temps qui reste sur les nodules thyroïdiens. Ce que je peux vous dire, en tout cas, sur les nodules thyroïdiens, c'est que, comme je vous l'ai dit, ils sont source d'inquiétude chez les patients. Et depuis qu'on a du matériel de plus en plus performant, on découvre des nodules de plus en plus petits. Donc, ce qu'il est important de savoir, c'est que on ne ponctionnera pas les nodules qui font moins de 10 mm. Pourquoi ? Parce qu'il y a effectivement des gens qui vont me dire « Oui, mais je peux avoir un nodule de 10 mm et ce nodule peut être un micro-cancer. » Oui, mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces micro-cancers, la plupart du temps, hein, alors je ne dis pas tout le temps, dans 3% des cas, ce n'est pas le cas, mais dans l'immense majorité des cas, ces micro-cancers n'évolueront pas. Donc, je dirais que même si vous avez un nodule de 8 mm, par exemple, qui ne bouge pas, il n'y a aucune raison d'aller vous embêter à faire une ponction parce que dans ce cas-là, s'il ne bouge pas, c'est qu'il n'a pas de caractère évolutif particulier. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est qu'on ne va s'inquiéter, je dirais véritablement, d'un nodule thyroïdien que lorsque le nodule fait 1 cm ou plus. Et dans ce cas-là, on va d'abord faire un bilan hormonal thyroïdien, parce qu'on va doser la TSH pour savoir si ce nodule s'inscrit dans un dysfonctionnement hormonal ou pas. La plupart du temps, ce n'est pas le cas. Le nodule thyroïdien est associé à une TSH normale. Ensuite, on va faire une échographie de la thyroïde qui va permettre de déterminer un certain nombre de paramètres radiologiques qu'on appelle les paramètres TIRAD, la classification TIRAD, qui va permettre de classifier les nodules thyroïdiens et de savoir quels sont les nodules thyroïdiens qu'il faudra ponctionner. Voilà. Pour les nodules thyroïdiens à ponctionner, eh bien, la ponction est un examen qui n'est pas invasif. Hein, c'est un examen qui se fait la plupart du temps dans un cabinet de radiologie, sans anesthésie, et qui va permettre de prélever quelques cellules au niveau du nodule sous contrôle échographique et de déterminer s'il est nécessaire d'enlever ce nodule. Voilà. Alors, j'ai d'autres questions qui sont arrivées. Quelqu'un me dit quels sont les symptômes, les symptômes de l'hyperthyroïdie. Alors, je pense que la personne n'était pas présente au début de l'e-live, donc je ne vais pas forcément... bon, je vais vous dire dans les grandes lignes les symptômes, mais je les ai déjà précisés précédemment. Donc, c'est surtout une nervosité excessive, une perte de poids et la sensation d'avoir toujours chaud. Donc, la deuxième partie de la question, c'est comment les détecter. Vous avez raison, c'est difficile, en fait, quand on a ces symptômes, d'être sûr qu'on puisse réellement les rattacher à la thyroïde. Donc, dans ce cas-là, il faut au moindre doute faire un bilan hormonal thyroïdien, tout simplement.
Quelqu'un me parle des procédures en cours. Quelqu'un me dit la cour d'appel de Lyon, David me dit la cour d'appel de Lyon examine depuis mardi après-midi le recours de plusieurs milliers de malades de la thyroïde ayant pris du lévothyrox. Effectivement, donc il y a eu effectivement, comme je vous l'ai dit, des personnes qui se sont associées et qui ont d'une part signé une pétition pour faire pression auprès des autorités de santé, donc auprès de l'Agence du médicament et du ministère de la Santé, pour rétablir, comme je vous l'ai dit, l'ancienne formulation du lévothyrox. Actuellement, alors au départ, ce qui a été dit, c'est que au niveau du recensement des effets indésirables, il y avait à peu près 15 000 patients qui s'étaient plaints d'effets indésirables, contre 3 millions de personnes qui prennent du lévothyrox. Donc vous voyez que c'était quand même une immense minorité de personnes, heureusement. Et les autorités ont joué là-dessus pour dire que finalement c'était une infime minorité et que l'immense majorité des patients qui prenaient la nouvelle formulation du lévothyrox n'avaient eu aucun souci avec et qu'il fallait donc la maintenir. Il a donc circulé une pétition et quand même sur cette pétition il y a 300 000 personnes qui ont signé la pétition. Donc 300 000 personnes, c'est plus les 15 000 simplement qui s'étaient plaints d'effets secondaires. Donc ça représente quand même une quantité importante de personnes. Et effectivement, ces personnes sont en train d'essayer de recourir à des procédures pénales ou en tout cas judiciaires pour essayer de faire reconnaître les problèmes qu'ils ont eus avec la nouvelle formulation du lévothyrox. Il y a une étude qui a été faite et qui ne va pas servir les plaignants, une étude qui a été réalisée par les autorités de santé sur à peu près 2 millions de personnes qui prenaient du lévothyrox et cette étude a montré qu'entre la nouvelle et l'ancienne formulation du lévothyrox, il n'y avait pas tellement de différence au niveau des effets secondaires. Donc, fort de cette étude, les autorités de santé ont même, je vous l'ai dit, décidé de retirer des officines le thyrox à partir de septembre 2020. Voilà. Donc, pour l'instant, on en est là. Je ne sais pas s'il y a encore des questions. Voilà, donc j'ai une dame, Lydie, qui me dit que elle, on lui a ponctionné un nodule qui faisait 7 mm et qu'on lui a décelé un carcinome. Donc, je vous l'ai dit, les micro-cancers de la thyroïde, c'est très fréquent. Quand on fait des autopsies, on en trouve chez à peu près un tiers des gens. Donc, pour vous dire l'extrême fréquence de ces micro-cancers, je n'ai pas dit que ces micro-cancers n'avaient jamais de potentiel évolutif, j'ai dit que c'était rare. Donc, je vous ai bien dit que dans 3% des cas, effectivement, ces nodules pouvaient avoir un potentiel évolutif. Dans ce cas-là, il y a souvent au niveau de l'échographie des signes échographiques qui nous alertent et qui nous incitent à la prudence. Et donc, pour les nodules de moins de 10 mm, par exemple, qui sont classés TI-RADS 5, autrement dit, qui ont des paramètres radiologiques très suspects, la ponction, la plupart du temps, est inutile parce qu'elle ne ramène pas une quantité suffisante de cellules. En revanche, on surveille de manière très rapprochée l'échographie thyroïdienne. Donc, on refait une échographie thyroïdienne à 6 mois. Et si effectivement, à ce moment-là, le nodule a grossi, il faut, de manière indiscutable, là, dans ce cas-là, procéder à une cytoponction. Alors, David me dit que pour être complet, l'affaire concernant le lévothyrox, c'est nous pour cette interruption, hein, ce sont les aléas du direct. J'espère que vous êtes toujours là.
Bon, de toute façon, voilà, donc je voulais conclure sur les procédures donc, judiciaires en cours sur le lévothyrox pour dire qu'effectivement, il y a des procédures en cours, mais que pour l'instant, ça n'a pas entraîné un recul des autorités. Et d'ailleurs, au niveau européen, il y a maintenant 21 pays sur 28 en Europe qui se sont mis à la nouvelle formulation du lévothyrox. Donc on en trouvera de toute façon de moins en moins en Europe. Voilà, je ne vois pas d'autres questions. Donc il me reste à vous remercier. Ah, attendez, excusez-moi. Il y a quelqu'un qui a posé une question. Un nodule thyroïdien peut-il être confondu avec un ganglion? Donc, bonne question. La plupart du temps, heureusement, non. On a, comme je vous l'ai dit, l'échographie de la thyroïde qui permet de faire le distinguo entre un nodule thyroïdien et un ganglion. Mais même déjà à l'examen clinique, je vous rappelle que la thyroïde, en fait, elle s'ascensionne à la déglutition. Donc, déjà à l'examen clinique, un ganglion, généralement, ne se présente pas du tout de la même manière qu'un nodule thyroïdien. Et puis, si on a un doute, c'est l'échographie qui va véritablement trancher, puisque le tissu ganglionnaire n'est pas du tout, ne se présente pas de la même façon que le nodule thyroïdien. Donc, il y a des caractéristiques qui permettent de reconnaître un nodule thyroïdien. Mais il est vrai que dans de rares cas, on peut avoir un nodule, donc il est difficile de déterminer l'origine, notamment entre la thyroïde et la parathyroïde, plus qu'entre un nodule thyroïdien et un ganglion. Voilà. Pas d'autres questions. Donc voilà, donc j'étais en train de dire que je vous remerciais d'avoir été présent en direct pour cette e-live consacrée à la thyroïde. Pour tout vous dire, je ne sais pas quel va être le thème de la prochaine e-live. Ce que je sais, c'est que la prochaine e-live sera animée par le docteur Nelly Mortiniera. Et que ce n'est pas ni elle ni moi qui allons prendre seule la décision. On attend vos suggestions. Voilà, il est possible quand même qu'on revienne sur le diabète et qu'on anime une thématique autour du diabète. Le thème, de toute façon, vous sera annoncé mercredi. Bonne fin de matinée, bonne journée et un bon week-end. Et c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Au revoir.